parle de leadership au féminin aujourd'hui. Eva Hartling, bienvenue. Merci. Aux Judicieuses. Merci beaucoup. Tu es une ancienne cadre, en fait, en communication et marketing, mais aussi, on te connaît et nous, c'est comme ça qu'on a appris à te connaître, comme la fondatrice et la présidente de Femmes de marque, de Brand is Female, en 2018, qui est une entreprise qui a pour objectif, en fait, de donner davantage de visibilité aux femmes en affaires à travers différents contenus. Tu fais des balados, des conférences, entre autres aussi. Puis, tu offres des services conseils aussi à travers ça en communication stratégique. Et tu es également membre du conseil d'administration du Contemporain. Oui, Musée d'art contemporain, effectivement. Et tu participes activement aussi à la Fondation canadienne de recherche sur le sida, CANFAR, qui est basée à Toronto. Donc, bienvenue avec nous. À quel moment tu as pris conscience des obstacles spécifique aux femmes dans le monde corporatif, puis qui t'a décidé à travers ça de dire, ben moi, je pense qu'il y a un besoin qui est là, puis je veux lancer, puis je veux faire du bruit sur la ligne? Bien, je le réalisais assez tôt dans ma carrière parce que quand je montais les rangs du monde corpo, j'avais peu d'exemples, de role models, qu'on dit en anglais, qui étaient des femmes. Les cadres avec qui je travaillais, puis j'ai travaillé dans des grandes entreprises, en technologie, en finance, en commerce de détail, c'était surtout des hommes. Fait que, il y en avait des femmes dans des positions de leadership, mais elles n'étaient pas nombreuses et elles n'étaient pas celles dont on entendait le plus parler. Et dans mes dernières années, j'ai passé presque 10 ans dans l'entreprise Berks, là, à la fin de mon expérience dans le monde corpo. Et là, j'ai vraiment vécu à l'interne ce que c'était. Je voyais mes collègues femmes cadres, et pas juste dans l'entreprise où je travaillais, les entreprises avec lesquelles on collaborait autour de moi, les défis étaient les mêmes. Alors, d'abord, on entendait peu parler de ces role models femmes. On voyait que les opportunités, dans certains cas, on va être honnête, là, il y avait moins d'opportunités pour les femmes en termes d'avancement, en termes de position, que ce soit sur des boards, que ce soit justement sur le comité de direction d'entreprise. Et même, je voyais qu'en entrepreneuriat, les femmes avaient moins de visibilité et les défis étaient, disons, plus nombreux pour elles que pour les hommes. Donc, moi, à ce moment-là, c'était déjà, je savais que je voulais faire quelque chose. Ça m'appelait de pouvoir soutenir le leadership féminin. J'avais travaillé à beaucoup de projets aussi dans mon entreprise qui souhaitaient mettre en lumière le leadership féminin, et c'était les projets qui me nourrissaient le plus. Alors là, je me suis vraiment dit, puis en même temps, j'avais beaucoup de femmes autour de moi, des amies, des femmes que je connaissais, qui démarraient des entreprises, des brands, qui faisaient des choses super le fun. Je voulais mettre mon expertise à leur service. Fait que c'est aussi la portion service-conseil de mon agence, mais aussi travailler à mettre en lumière. Puis est-ce qu'on peut avoir des vraies conversations aussi en tant que femme par rapport à tous ces défis-là? Parce que quand on en parle entre nous, c'est ça qui fait toute la différence. Puis, il y a eu un déclic, assurément, de dire, je pars femme de marque. Donc, le déclic pour partir ça, c'est fait de quelle façon quand tu t'es dit, au-delà de tout l'intérêt que j'ai pour ça, je vais partir une marque? Bien, c'était un peu au moment dans ma carrière où j'approchais le 10 ans dans une même entreprise. Puis là, c'était comme, bien, est-ce que je continue ici ou je m'en vais faire un peu la même chose ailleurs? Puis là, je me suis dit, j'approchais la quarantaine aussi. Je me suis dit, si je fais pas, j'y pensais depuis longtemps. Okay. Je voulais être entrepreneur. J'ai toujours eu l'intention d'avoir quelque chose qui était à moi, d'être ma propre patronne. Puis là, c'était un peu un point tournant dans ma carrière où c'était comme, bien, est-ce que je m'en vais faire la même chose ailleurs, puis je prends un autre poste de VP quelque part, ou je démarre mon truc? Puis j'ai vraiment décidé, j'ai fait, bien, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais, là, fait que je vais faire le saut. Puis avec toutes ces réalisations-là que j'avais fait dans les derniers mois, puis c'était quand même un point où moi, j'étais rendue à un point de friction par rapport aux obstacles que j'avais vécus. Parce que tu le vivais beaucoup dans ta réalité, dans tes milieux professionnels. Quel type d'obstacles tu as été confronté dans le milieu professionnel? C'est des petites choses qui s'accumulent. Fait que c'est des choses comme quand tu es une femme cadre, tu es toujours plus challengée que les autres. Fait qu'il faut toujours que tu travailles plus fort que les hommes autour de la table, que tu fasses tes preuves. C'est moi, me préparer pour un comité de direction, là, c'était des heures et des heures. Il fallait que je justifie tout le travail que mon équipe avait fait, que moi, j'avais fait. Les hommes n'étaient pas nécessairement tenus au même standard. Fait que des choses comme ça, des choses comme tu arrives dans un meeting quelque part, puis tu sais, moi, j'avais un gros titre à ce moment-là. Là. Tu arrives quelque part, puis s'il y a un gars autour de la table, bien, même si c'est toi la plus haut placée, puis c'est toi qui es là pour discuter du sujet en question, bien, tout le monde se tourne vers l'homme à la table.
des choses comme, je pense que le monde corporatif est très politique aussi. Fait que les femmes, souvent, on se fait mettre des bâtons dans les roues. Surtout quand on est visible, qu'on fait un bon travail, qu'on prend sa place. Et si on ose tenir tête à d'autres personnes, surtout des hommes, bien souvent, ça revient, et en anglais, on dit « comes back to bite us ». Là. On paye le prix à un moment donné. Fait que ça, c'est toutes les femmes à qui je parle, puis là, ça fait plusieurs années que j'ai mon entreprise, mais que je fais le podcast aussi, toutes les femmes à qui je parle, et juste mes amis, mes collègues, on a toute une expérience comme ça en tant que femme. On l'a toutes vécu à un moment donné. Le mansplaining aussi, être en meeting, se faire expliquer son travail par quelqu'un d'autre, là, par un gars qui pense qu'il connaît ça. Puis quand on travaille en marketing, surtout, en partant, tout le monde pense qu'ils sont experts en marketing. Oui, ça, c'est vrai. Fait que c'est une accumulation de tout ça que c'était comme, non, je suis tannée, là. Puis je voulais pouvoir faire un changement. Pour moi, je pense que j'ai toujours eu le désir de parler des vraies affaires, de ne pas accepter le statu quo, dans certains cas, de brasser la cage un peu. Puis à ce moment-là aussi, il y avait un mouvement. J'avais de l'inspiration de femmes qui faisaient des choses. Il y a certains podcasts qui m'ont inspirée, qui démarraient. Il y a 7 ans, il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui, des podcasts, mais il y avait un peu un mouvement, justement. Ça a un peu commencé avec l'ère de girl boss là, aux États-Unis, où on commençait à avoir cette nouvelle vague de soutien du leadership féminin. Fait que ça m'a inspiré beaucoup aussi. Donc, c'était en 2018 tu as senti l'appel et tu as dit « je fonce ». Oui. Wow. Ouais. J'ai envie de te demander, parce que lors d'une entrevue dans la presse, tu parlais des sponsors, à quel point c'est important, plus que des mentors, pour des raisons différentes. J'aimerais ça que tu nous expliques pourquoi, puis c'est quoi la distinction à faire entre les deux. Ouais. Vous avez fait votre recherche? Oui, on a une bonne recherchiste. Joëlle Angélil, on la norme à oui, on l'appelle comme épisode. ça. Le mentorship, le mentorat est super important. Et c'est quelque chose, en tant que femme, surtout à travers les étapes de notre carrière, on veut s'entourer de gens qui vont nous donner des conseils, qui vont nous soutenir, qui vont être un bon sounding board avec qui on peut échanger, qui peuvent nous inspirer aussi. Puis ça, c'est vrai en entrepreneuriat, puis c'est vrai en entreprise aussi. Sauf que les femmes, souvent, on tombe, je pense qu'on fait l'erreur, c'est bien cute d'avoir des mentors. Puis il y a plein de programmes de mentorat, puis il y a plein de soutien. Puis encore une fois, c'est super important. Mais c'est qu'à un moment donné, tu ne veux pas juste jaser avec quelqu'un puis avoir du soutien. Là, tu peux avoir 80 000 mentors puis il n'y a rien qui va changer. À un moment donné, en tant que femme, il y a des pièces, il y a des tables où on n'a pas encore le droit d'être assise. Il y a des pièces où on n'a pas accès. Et on a besoin de quelqu'un qui va jouer le rôle de sponsor et qui va nous nommer, qui va parler de nous quand il y a une opportunité qui se présente. Dans beaucoup de cas, c'est encore des hommes qui ont accès à ces groupes-là, à ces tables-là, là, peu importe comment on veut l'appeler. Et ça, c'est des hommes. Dans certains cas, c'est des femmes aussi. Puis moi, j'ai compté sur des femmes sponsors aussi. Mais c'est les gens, justement, qui vont nous ouvrir des portes. Puis quand il n'y a personne d'autre qui pense à nous, qui parle de nous, là, c'est les personnes qui vont dire « OK, Judith, là, elle serait bonne pour faire ça. » Ou « Ah, tu as tel projet, tu devrais parler à telle personne. » C'est la différence entre un sponsor qui va vraiment ouvrir des portes, créer des opportunités pour nous, versus juste un mentor qui est là pour nous soutenir. Les deux sont importants. Oui, c'est ça. Mais en tant que femme, il faut vraiment pouvoir avoir des gens sur qui on compte avec des actions concrètes comme ça. Mais moi, j'adore la distinction que tu fais entre les deux, puis j'ai trouvé ça super intéressant quand j'ai vu ça, fait que c'était inévitable qu'on devait en parler lors du podcast parce que j'ai vraiment aimé la nuance que tu apportes entre les deux. Les deux sont tout aussi importants, mais on dirait que je ne l'avais jamais réalisé, la façon dont tu le nommes et que tu l'expliques. Puis j'ajouterais par rapport à ça, moi, j'y pense beaucoup dans le contexte du travail qu'on fait. On fait beaucoup d'événements, d'ateliers avec des femmes en affaires, des femmes entrepreneurs aussi. Puis à un moment donné, le networking entre femmes est important. Là. Encore une fois, la notion de mentor ou la notion de pair, c'est important d'avoir des groupes où on se sent en sécurité et à l'aise de parler de tous nos enjeux. Cet échange-là est super important. Mais il ne faut pas oublier aussi de réseauter avec les gens qui ont encore les postes, les clés du pouvoir. Dans beaucoup de cas, dans la plupart des industries, c'est encore des hommes. Il ne faut pas oublier ce networking-là aussi parce que c'est là qu'on va aller chercher des sponsors. Mais c'est drôle parce que le dernier épisode qu'on a enregistré, c'est Femmes de tête avec deux femmes de tête pleinement assumées. Et on avait cette discussion-là aussi par rapport à les groupes de femmes en soi, puis des groupes généraux aussi. Puis je pense qu'on s'entendait toutes pour dire aussi que l'importance que ces groupes de femmes-là existent, mais l'importance aussi de pouvoir échanger, pas juste dans des groupes spécifiques, parce que je pense qu'il y a quelque chose à tirer quand même de tout ça au niveau des bénéfices puis des avantages, assurément. Tout à fait. Si on parle de leadership,
Puis là, je veux pas qu'on parle pas de la place que les femmes occupent sur le marché du travail, là, mais vraiment plus sur le style de leadership en soi. Est-ce qu'il existe vraiment des différences notables entre le leadership féminin et masculin, ou si ça révèle davantage de notre personnalité, dans le fond, de dire, c'est-tu vraiment ma personnalité ou c'est parce que je suis une femme? Oui. J'aime beaucoup. C'est vraiment une bonne question. Puis, c'est pas noir ou blanc. Parce que je pense que c'est facile de tomber dans les clichés là, quand on répond à cette question-là. Puis, j'en parle souvent avec mes invités aussi sur le podcast. Je pense qu'il y a des traits dans ce qu'on appelle les soft skills en anglais qui sont naturellement plus présents chez les femmes. Alors, mais encore une fois, ce n'est pas une réalité absolue. C'est pas une vérité absolue. Mais ça a été observé, là, je veux dire, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites là-dessus, des qualités comme l'écoute, la douceur, l'empathie, le fait... J'avais une invitée sur le podcast qui avait décrit ça. J'ai vraiment aimé comment elle parlait de ça. C'est une entrepreneur qui avait bâti un grand réseau d'agences à l'international de relations publiques. Elle était basée à Londres, puis elle a vraiment une carrière fantastique. Elle disait, moi, j'apporte mes skills, mes compétences de maman, là, je les apporte au bureau. Wow. Fait que c'est une femme super ambitieuse qui a réussi des grands trucs. Puis on a encore un peu un penchant négatif. Quand on entend ça, on est comme, ouais, t'es pas supposée être maman au bureau, là. C'est comme ça, c'est à la maison. Mais elle dit, non. Elle dit, moi, c'est la culture de notre entreprise qui est vraiment basée là-dessus. Donc, il y a ces qualités-là, des compétences plus soft, qui sont associées aux femmes. Donc, les femmes, en majorité, on les démontre davantage, on les met en application davantage. De plus en plus, puis malheureusement, je pense que dans les dernières décennies, dans la culture du travail, les compétences qui sont généralement associées à des hommes ont été célébrées et encouragées. Donc, on parle d'ambition, justement d'un leadership plus agressif, moins doux, peut-être une ambition qui est un petit peu plus affirmée. Les hommes sont encouragés à ne pas être trop empathiques et doux dans un milieu de travail. C'est cette culture où on stimule nos équipes avec des objectifs très ambitieux. Puis, si tu n'atteins pas tes objectifs, ben, tu te le fais dire. Fait que c'est un leadership plus agressif. Ça, c'est vraiment des compétences qui sont généralement associées aux hommes. Mais là, je suis contente de voir qu'il y a un changement dans les dernières années dans le milieu du travail où les compétences plus soft, justement, l'empathie, l'écoute, travailler main dans la main avec ses employés, aussi un peu éliminer les différences hiérarchiques, là, être plus légal de nos employés, par exemple. Ça, c'est un petit peu plus populaire et on en parle. Il y a beaucoup de séminaires qui sont faits en entreprise là-dessus. Dans les objectifs de fin d'année, bien, maintenant, il y a plus de place pour ces compétences soft, là aussi, les aptitudes personnelles, versus juste une culture qui est basée sur les résultats commerciaux, puis tu as atteint tes objectifs ce mois-ci. Je pense aussi que les différences générationnelles, alors là, c'est là où c'est à la fois les hommes et les femmes, c'est plus vraiment une réalité genrée. Je pense que les nouvelles générations apportent aussi une nouvelle façon de travailler et d'exister dans le milieu du travail où on peut être davantage humain et pas juste une machine qui va livrer des chiffres et des résultats. Dans les styles de management et de leadership qu'il y a eu, il y a eu des époques aussi où c'était très ancré avec ces générations-là, justement. Donc, probablement qu'il y a une partie de ça qui découle des baby boomers jusqu'après les autres générations et la nouvelle génération qui arrive maintenant. Puis, je me souviens, je fais une parenthèse par rapport à ça, quand je faisais mes études en gestion, justement, dans les années 70, tu pouvais dire à un homme ou à une femme, peu importe, à un homme, de dire « va faire le tour de la bâtisse 3 fois ». Il se dépêchait, il faisait le tour de la bâtisse, il arrivait chez eux le soir, il soupait avec sa famille, puis il disait « Moi, mon boss, aujourd'hui, il m'a demandé de faire 3 fois le tour de la bâtisse. Je l'ai faite, puis je suis fière de l'avoir faite. Maintenant, si tu demandes ça à quelqu'un, il va dire « Ben pourquoi il faut que je fasse le tour de la bâtisse 3 fois? » Puis ça il va va négocier, puis ça va servir à quoi? Tu sais, il y a tout cet élément-là aussi, je pense, avec les générations qui a changé, qui est hyper intéressant, effectivement. Mais tu parles des baby boomers, bon, les années 70, c'était aussi une époque où on ne peut pas éliminer la réalité genrée, là, parce que, on va être honnête, le milieu des affaires, le milieu du travail, historiquement, a été conçu, pensé, créé par des hommes pour des hommes. Donc, les réalités qui sont davantage féminines n'existaient pas à cette époque-là. Mais ça va aussi, si on se met à parler de psychologie et de sociopsychologie, ça va aussi avec le fait que les hommes aussi, pendant longtemps, n'ont pas eu... Je pense que
les hommes ont autant le besoin d'exprimer ses compétences soft et leur côté davantage, on parle souvent d'énergie féminine qui existe aussi chez les hommes. Ils n'ont pas eu l'espace non plus pour la développer. l'exprimer et le vivre. Ouais. Fait qu'on a tous souffert de ça, là. Totalement, puis c'est vrai. C'est vraiment un point super intéressant parce qu'effectivement, il y a cette portion-là aussi qui rentre en ligne de compte. Mais c'est rassurant de voir que ça progresse. Tu le dis depuis quelques années, tu vois déjà une progression en ce sens. Tant mieux, parce que c'est rassurant au moins de voir que ça progresse. Dis-moi, j'avais envie de te demander, Eva, pourquoi, selon toi, il est encore difficile pour les femmes d'accéder à des postes de direction? C'est la question à $1 million. Ouais. Si j'avais... Mais selon Eva. Oui. Il y a beaucoup de facteurs, je pense, qui rentrent là-dedans. Bien, ça revient un peu à ce dont on vient de parler. Le monde des affaires a été créé par les hommes pour les hommes. Et d'ailleurs, il y a quelque chose, je vais répondre à la question en parlant d'un phénomène qu'on a observé suite à la pandémie et durant la pandémie, où il y a un grand nombre de femmes dans des positions de leadership qui ont quitté leur poste. Donc, en analysant pourquoi ça s'est passé, ça explique un peu une partie du défi, je pense. D'abord, il y a le fait que, bon, historiquement, c'est plus facile pour les hommes d'être sur le track de leadership. Les femmes, il y a plusieurs réalités dans leur vie où elles peuvent se trouver ralenties par rapport à l'accès à ces postes-là, que ce soit justement une réalité, elles ont eu un congé de maternité et ça nous recule un petit peu sur le track d'avancer dans notre carrière. Elles ont d'autres priorités parce qu'elles s'occupent d'enfants à la maison, elles s'occupent de la famille, peu importe ce que c'est. Il y a moins de femmes qui sont promues à des postes de leadership. Donc, là, ça, on peut en parler ad vitam aeternam, pourquoi ça se passe comme ça, mais c'est sûr que il y a des réalités comme le Old Boys Club, il y a des réalités dans certaines industries où les femmes, il y a moins de femmes. Je pense aux technologies, je pense à la science en général, je pense à des domaines comme l'ingénierie. On en parlait la semaine passée. Le transport, tous les secteurs où les femmes en finance, où les femmes sont sous-représentées, bien, à un moment donné, quand tu as un bassin de gens, tu as moins de femmes qui sont au niveau directeur, fait que tu as moins de femmes qui vont accéder au niveau VP, je veux dire. C'est ça, les chiffres aussi. Dans la force des choses. Oui. Mais il y a une réalité aussi où je pense que les femmes sont pénalisées par certaines transitions et moments dans notre vie de femme. On parle beaucoup des 3 M maintenant. Puis ça, moi, ça me fascine, là. Maternité, menstruation et ménopause. Oh! Et je n'avais pas entendu celle-là. Non plus, les 3 M. C'est un sujet de plus en plus populaire, justement, quand on parle de ressources humaines puis de culture du travail. Là. C'est des réalités aussi qui ralentissent les femmes. On vient de parler de la maternité. Puis on a fait un rapport, d'ailleurs, qui est sorti l'an dernier, sur la pénalité de la maternité. Puis les chiffres montraient vraiment que les femmes se retrouvaient pénalisées à cause de leur statut de mère. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. Et on a fait un sondage à travers le Canada, puis les chiffres parlaient d'eux-mêmes. C'est la même chose aussi. La ménopause, c'est super intéressant parce que justement, quand on parlait des femmes qui ont quitté leur poste de leadership suite à COVID, bon, il y avait une réalité aussi où dans certains cas, il fallait qu'elles retournent à la maison parce que il n'y avait plus de place à la garderie. Il n'y avait plus de garderie, là. Fait que les femmes s'occupaient des enfants. Mais à un moment donné, il y avait une réalité aussi où, avec tous les changements qui se passaient suite à la pandémie, bien, quand il y a une conversation dans le couple, c'est plus facile pour la femme de dire, bien, c'est moi qui vais rester à la maison. Je vais quitter mon poste. Souvent, on le fait avant notre partenaire ou notre mari. Bon, c'est pas une réalité qui est générale aussi, mais il y a quand même, les chiffres sont quand même probants à ce niveau-là. La ménopause est quelque chose d'intéressant aussi parce que les femmes, quand on atteint un certain âge, on se sent moins performante dans le milieu du travail. Encore une fois, on parle de la culture de performance qui est, je pense, de façon inhérente, assez masculine, là. Et beaucoup de femmes vont se dire, ben moi, j'ai plus l'impression, tu sais, c'est comme, j'ai du brain fog, j'ai de la fatigue, j'ai des changements hormonaux, je me sens plus à mon meilleur, justement, pour pouvoir tout donner à mon entreprise puis être la VP overachiever, tu sais. Puis il y a beaucoup de femmes qui font le choix de prendre du recul. Donc, tout ça, je pense, joue dans la balance, pèse dans la balance. Puis oui, les 3M, c'est fascinant à étudier parce que ça affecte vraiment notre expérience en milieu de travail. Ça t'arrive-tu des fois de te faire dire par des hommes ou des femmes, pourquoi vous en faites un big deal de cette place-là ou de cette réalité-là, qui pour certains, là, ce qu'on est en train de discuter en ce moment, c'est pas vrai, là. Il y en a des gens qui pensent ça, qui vont se dire, ben pourquoi c'est tout le temps un big deal de parler de ça? Parce que c'est pas vrai qu'il n'y a pas de parité, c'est pas vrai que si, c'est pas ça. Est-ce que tu te le fais dire des fois?
C'est drôle parce que j'ai comme l'impression, je me le fais pas dire personnellement, puis peut-être que c'est parce qu'ils ont peur de la réponse. Oui, peut-être, mais Ben, tu vas être prête. Puis c'est sûr que tu vas avoir une bonne réponse à ça, mais moi, ça me brûle les lèvres de te la poser, cette question-là, parce que je suis sûre qu'il y en a qui... Ben, je le vois, tu sais, vois quand tu sais, on lit une journaliste, je pense à une amie journaliste qui écrit souvent sur des sujets comme ça, Maude Goyer, qui écrit beaucoup pour la presse. Allô, On la salue, d'ailleurs. Oui, qui fait un travail exceptionnel. Puis elle, quand elle reçoit des commentaires, ça fait un truc à la radio, dans le journal, elle reçoit des commentaires après, puis c'est brutal. Là. Ah, pas vrai. Puis elle se le fait dire sur les médias sociaux aussi. Moi, je pense que je suis quand même chanceuse d'exister. Je travaille beaucoup dans des réseaux qui sont déjà... Si les gens me parlent aussi, des clients m'embauchent parce qu'ils ont déjà un intérêt à soutenir le leadership féminin. Mais je le vois sur toutes les tribunes. Puis, il y a des chiffres pour backer tout ça. Là. Si on parle d'entrepreneuriat aussi, les femmes reçoivent encore une fraction du financement en capital, du capital de risque, d'investissement, comparé aux hommes. Les femmes ont encore de la difficulté à accéder à des revenus, des revenus de leur entreprise. Là. Elles n'accotent pas les hommes. On célèbre chaque année le fait qu'il y a davantage d'entrepreneurs femmes au Canada et au Québec, mais il y a peu de femmes qui atteignent des revenus de 1 million de dollars et plus. T'sais, comparé aux hommes, le ratio est très faible. Donc, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Pour moi, c'est comme... C'est ça. C'est si tu veux l'avoir, la conversation, on a les preuves. Là. C'est pas, on n'a pas inventé ça. Là. Exact. Très peu de femmes occupent un poste de présidente ou de première ministre, on le sait. Dans le monde, on compte seulement 17 femmes sur 151 chefs d'État élus et 19 chefs de gouvernement sur 193 en 2023, selon l'Organisation des Nations unies. Selon toi, notre société est-tu prête à travailler sous la gouvernance d'une femme? Bien, je pense que la preuve est dans le pudding. Là. La réalité, c'est non. J'aimerais ça pouvoir dire oui, mais moi, le fait que le Canada, on n'a toujours pas... je pense qu'on a eu une chef d'État femme, si je ne me trompe pas, ça remonte à il y a plusieurs années. Ouais, on n'en a pas eu récemment. Puis dans les courses Québec, au leadership, il y a peu de femmes qui se présentent à la tête de partis. Ça nous démontre, ça répond à la question. Fait que ça, il faut que ça change. Et je pense, puis on l'a vu aux États-Unis aussi récemment, là, les États-Unis n'étaient pas prêts à élire une femme. Mais il y a des pays, puis c'est intéressant, je me penche beaucoup sur la réalité internationale puis les différences culturelles, justement par rapport au soutien des femmes en politique et en position de leadership. J'ai passé beaucoup de temps dans les pays scandinaves récemment, puis je travaille sur une couple de projets, puis là où l'idéologie est beaucoup plus en soutien à l'équité des genres, et eux, ça fait longtemps qu'ils ont des femmes chefs d'État. Et c'est surprenant pour moi que le Canada et le Québec, on soit aussi en retard, parce qu'on a aussi une idéologie qui est en général assez féministe, ou du moins qui soutient l'équité, mais ça ne s'est pas traduit en politique encore. Il y a quelques semaines, mois, le GRI, qui travaille pour les droits des minorités sexuelles, a observé un recul. Puis moi, je l'ai vu aux nouvelles, ce truc-là, puis cette nouvelle-là, en fait. Puis j'étais comme, voyons donc, on est rendu en 2025, puis on recule comme ça. Donc, il y a eu un recul en matière d'acceptation, puis la montée du conservatisme, bien évidemment, puis du discours masculiniste. Qu'en est-il des femmes dans le milieu? Donc, est-ce qu'il y a des observations dans le milieu des affaires que ça progresse, que ça régresse? Est-ce qu'il y a un enjeu par rapport à ça? Oui, je pense qu'on est dans une période vraiment charnière puis une période très délicate parce qu'on voit cette montée du conservatisme aux États-Unis qui influence ce qu'on fait au Canada. On voit que, même ici, on penche, on va vers probablement un gouvernement conservateur au fédéral, puis il y a quand même un retour à une idéologie un petit peu plus à droite. Fait qu'on se pose tous la question, qu'est-ce que ça veut dire pour le soutien au leadership féminin puis l'équité des genres? Et c'est des discussions que j'ai avec beaucoup de mes clients qui sont des grandes entreprises qui font du travail dans ce sens-là. Je pense qu'au Canada, ça fait quand même partie de nos valeurs de soutenir l'équité des genres, d'avoir une approche qui est davantage diversifiée. Inclusive, et où on veut refléter une diversité autant au niveau des genres, au niveau racial et culturel aussi. Ça fait partie des valeurs canadiennes là, et des valeurs québécoises. Donc, mais je pense qu'il est encore tôt pour le dire. Cependant, ce qui se passe aux États-Unis et ailleurs dans le monde est très inquiétant actuellement parce qu'on voit les droits des femmes. Puis là, on ne parle même pas de
accès à des postes de leadership ou en politique, est-ce que les femmes ont la même place? On parle vraiment des droits fondamentaux. femmes. Là, ouais. C'est ça qui sont en train d'être retirés. Fait que ça, c'est sûr que c'est épeurant puis que ça va avoir un impact. Je pense que c'est pour ça que c'est encore plus important d'en parler parce qu'on ne peut pas reculer en arrière. Là. Non, on ne veut pas régresser. Il y a beaucoup trop de travail qui a été fait pour régresser, ça, c'est sûr. Mais en fait, c'est ça qui est incroyable, je trouve. C'est du travail qui a été fait sur des décennies et de voir à quel point ça peut changer en un claquement de doigts. Puis je dis un claquement de doigts, c'est quasiment ça. Là, je veux dire, en un mois de début d'année, il y a plein de chamboulements qui ont eu lieu. Puis tu te dis, non, je peux pas croire qu'on va avoir fait autant d'efforts, autant de sensibilisation pendant autant de temps, puis que si vite comme ça, on va revenir en arrière, je sais pas. Puis on parle de valeurs, puis les valeurs, c'est ancré dans les individus. C'est impossible à changer. Puis je me dis, mais il y a des valeurs qui sont froissées là-dedans, puis ça a l'air que ça dérange pas grand monde, on dirait. Ouais. Ça me fascine, en fait, mais ça me fascine pas positivement. Non, ça, c'est inquiétant. Oui, absolument. D'un point de vue économique, avec quel argument, Eva, économique, tu penses qu'on peut convaincre les entreprises d'atteindre la parité? Bien, ça, il y a des super belles études qui ont été faites là-dessus, je pense, y compris McKinsey, y compris un paquet d'autres. Les entreprises où il y a davantage de mesures soutenant l'équité des genres, c'est des entreprises qui performent mieux. Ça peut être autant en matière de satisfaction et la rétention des employés. Donc, autant en matière, justement, en termes de culture interne, la satisfaction et rétention des employés. C'est des entreprises qui gardent leurs employés plus longtemps. Les employés sont plus performants en général. Et c'est des entreprises, ça a même été mesuré en termes de performance, de profit, de revenus. C'est des entreprises qui performent mieux. C'est aussi des entreprises, je pense que de plus en plus, les organisations pensent beaucoup à leur audience. C'est pour ça qu'on parle de valeur. C'est pour ça que de plus en plus aussi, nous, en tant que consommateurs, on choisit, on fait nos recherches, puis on regarde comment, je veux dire, jusqu'à quelques années, personne n'aurait porté attention qui est sur le board de l'entreprise, qui fait, je ne sais pas moi, la compagnie de pain dont j'achète ou peu importe ce que c'est. Ça peut être des produits technologiques ou des produits de tous les jours ou des choix qu'on fait si on a une entreprise. Bref, on fait notre recherche maintenant. Donc, je pense que cette attente-là aussi du côté du consommateur, ça force les entreprises à agir de la bonne façon. Oui, les consommateurs veulent se coller davantage à leurs valeurs, à ce qui les interpelle leurs valeurs. Fait que oui, ils font leurs recherches. Si on le remarque juste dans nos entrevues ou même lorsqu'on fait de l'acquisition de clients, que c'est les valeurs qui les ont interpellés pour venir faire affaire chez nous. Fait qu'on voit ça depuis quelques années, là, quand même. C'est assez éloquent. Bien, puis dans certains cas, il y a des index au Canada, on n'a pas de... il n'y a pas de mandat gouvernemental, là, mais il y a certains marchés où il y a une obligation de faire du reporting sur, justement, équité salariale dans une entreprise. Je pense que c'est le Royaume-Uni qui a implanté ça. Les entreprises doivent démontrer qu'elles travaillent à implanter l'équité salariale, doivent faire du reporting sur le nombre de femmes qui ont accès à des postes de leadership, à des postes de conseil d'administration. Ici, on commence à le faire sans que ce soit imposé comme loi, là, mais on commence à le faire beaucoup plus. Les médias aussi le suivent un petit peu plus de près. Là. Donc, il y a ça, là, il y a de la transparence qui est requise. D'après toi, ça prend combien de femmes autour d'une table pour avoir de réels résultats? C'est une grande question, hein, quand même. Ça dépend de la grandeur de la table. Oui, effectivement. Ben, tu sais, pour moi, le minimum, c'est 50 Je veux dire, il faut qu'on puisse avoir une part égale. Il faut qu'on puisse avoir des voix égales. Je veux aussi pas enlever... Ça, c'est quelque chose qui est important de souligner. Moi, je connais beaucoup d'hommes dans les organisations avec qui je travaille, les organisations où j'ai travaillé, des gens dans mon réseau, les hommes qui soutiennent les femmes aussi. Tout à fait. Il y en a plus qu'on le pense. C'est ça. Là, on a la conversation. C'est pas comme si c'était hommes contre femmes. Pas du tout. Tout à fait. Les hommes, en grande majorité, sont nos alliés en entreprise, dans le secteur entrepreneurial aussi. Donc, je dis 50 mais c'est juste pour pouvoir être égal à la table. Tout à fait. À armes égales, comme on dit. Oui, que les intérêts de tout le monde soient représentés, mais ça ne veut pas dire que les hommes autour de la table ne sont pas d'accord avec ce qu'on met de l'avant. Là. Non, effectivement. C'est important de le spécifier quand même. Ouais. Le rôle des médias puis des plateformes, comme The Brand is Female, pourquoi c'est essentiel de donner plus de visibilité aux femmes en affaires? Parce qu'on en inspire d'autres quand on fait ça.
mais aussi parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas occupé notre place. Il y a des études qui ont été faites aussi sur la visibilité des femmes dans les médias, puis c'était encore, je pense que les femmes avaient moins de 30 de présence médiatique comparée aux hommes, là. Et ça reflète aussi, encore une fois, la réalité dans le milieu des affaires, en milieu de travail, c'est la même chose dans les médias. Mais je pense que il y a une question aussi d'indépendance financière pour les femmes, là, parce que, je veux dire, on fait ça, on a commencé à avoir accès au milieu du travail, les femmes ont commencé à travailler dans les années 70, ça a commencé la transformation a commencé dans les années 60, mais avant ça, les femmes dépendaient évidemment de l'homme. Fait que je veux dire, à travers ça, on s'est réalisé en tant que femme, là. Aujourd'hui, on peut... Ça fait pas si longtemps qu'on peut avoir une carte de crédit puis un compte de banque à notre nom, là. Fait qu'il faut se rappeler de ça aussi, là. On l'oublie vite, hein? C'était dans les années 70, c'est pas si loin, là. C'est ça. Avant les années 70, pour avoir une carte de crédit, il fallait que le mari co-signe, là. Donc, et on ne pouvait pas avoir une entreprise à notre nom non plus avant. Fait qu'il y a tout ça qui fait qu'on se réalise en tant qu'humain à part entière, là, puis on peut avoir, exister, faire ce qu'on veut dans la vie aussi, là, et pas dépendre d'un homme. Ce qui ne nous empêche pas de vouloir avoir une famille, d'avoir un partenaire, ça n'a rien à voir. Mais donc, pour permettre aux femmes de continuer à avoir accès à ces opportunités-là, il faut qu'on puisse se voir, se reconnaître, entendre parler des histoires à succès. Puis moi, c'était ça, mon intention avec Femmes de marque au départ. Parce que aussi, beaucoup de femmes qui ont des super belles entreprises ou qui ont des belles carrières, bien souvent, il y a le syndrome de l'imposteur un petit peu qui entre en jeu. Moi, je fais beaucoup de travail avec des clientes. Je donne des ateliers sur la marque personnelle puis le leadership d'opinion pour que les femmes un peu gagnent cette confiance en elles et se sentent à l'aise d'occuper leur place sur des tribunes publiques, de parler de leur entreprise. Ça aide nos entreprises aussi. Quand on est entrepreneur, il faut parler de nous, il faut être visible. C'est comme ça qu'on va chercher des clients, qu'on fait grandir notre entreprise. J'ai une cliente qui a une super belle compagnie en technologie dans un secteur de pointe en deep computing. Elle envoie encore son chef de la technologie qui est un homme parce qu'elle a l'impression, dans un monde qui est dominé par les hommes, que les gens ne voudront pas entendre parler d'elle, ils ne veulent pas la voir sur le stage à une conférence. Elle ne sera pas crédible. Mais pourtant, c'est elle qui a démarré sa compagnie. Là, fait que ça, il faut pouvoir changer ça, je pense, justement, encore une fois, pour qu'on puisse continuer à se développer, avoir accès aux opportunités puis faire grandir tout le monde à travers ça. Toi, tu donnes des conseils en communication stratégique pour les femmes leaders. Comment les femmes peuvent-elles mieux utiliser les outils de communication pour asseoir leur leadership? J'aime beaucoup parler de leadership d'opinion là, dans le cas des femmes et de marque personnelle. On a des outils aujourd'hui qui sont super faciles à utiliser. Fait que des fois, ça fait peur aux femmes parce qu'elles disent « moi, je suis pas prête à donner une conférence devant 1000 personnes demain matin. Je suis pas prête à donner une entrevue à la presse puis avoir ma photo ou être à la télé. » Mais bon, le meilleur outil, là, LinkedIn, tout le monde y a accès. Dans le monde professionnel, c'est vraiment la plateforme de réseautage la plus prisée. C'est une excellente façon de bâtir une audience, de parler à ses clients, à ses partenaires potentiels. Si on n'est pas à l'aise, on n'est pas obligé de parler de notre histoire personnelle aussi ou de donner notre opinion personnelle. On peut parler de notre entreprise, que ce soit si on est entrepreneur ou cadre dans une entreprise. C'est une façon un peu de prendre part à la conversation et d'être visible. Donc, c'est toujours, je suggère toujours aux femmes de commencer par quelque chose comme ça, mais on a tous accès à une communauté, que ce soit nos clients, nos partenaires d'affaires, whatever it is, où on peut jouer ce rôle-là aussi et trouver la façon avec laquelle on est à l'aise de parler de soi ou de son entreprise ou de son projet. C'est pas obligé d'être un gros truc qui demande des grands efforts non plus. Oui, tout à fait. Comme tu l'as dit, il faut qu'elle soit à l'aise avec la forme. Tu parles beaucoup de femmes qui veulent prendre leur place puis qui sont des fois sur une retenue. C'est quoi le conseil que tu donnes à ces femmes-là, justement, qui veulent prendre leur place dans le leadership? Bien, je pense que c'est comme dans toute la vie, c'est dans toutes les choses de la vie, c'est de pas attendre d'être complètement prête puis que ce soit complètement parfait, là, parce que ça, on va attendre pour toujours puis on fera rien. Là. Ouais. Des petits pas. Tu sais, commencer. Qu'est-ce que je peux faire cette semaine comme petites actions, petits gestes qui vont faire que je prends un petit peu plus ma place ou je fais parler de moi. Encore une fois, il y a des belles plateformes de médias sociaux qui nous permettent de faire ça. Ça peut aussi être, j'ai peut-être un événement de réseautage dans ma communauté ou dans mon industrie où je pourrais aller prendre part. Peut-être qu'au début, j'y vais juste en tant qu'invité.
que participante, puis éventuellement, ben, peut-être que je vais siéger sur un panel et je vais parler de ce que je fais dans la vie. Ça peut ressembler à différentes choses, mais je pense se faire un plan, se donner des objectifs, se donner le temps de le faire aussi, mais commencer, c'est sortir de sa zone de confort aussi. Ça, je le vois beaucoup, là. C'est sûr que c'est facile de rester dans notre petit cocon puis de travailler à notre truc, que ce soit en entreprise ou avec notre propre compagnie, mais à un moment donné, step out of the comfort zone. Il faut se mettre à risque. La magie se passe pas là. Se mettre à risque. Exactement. Ouais. C'est là où la magie se passe quand on fait qu'est-ce que je peux faire. Puis souvent, moi, je trouve que quelque chose qui nous fait peur, il y a toujours une belle information là-dedans. Pourquoi ça me fait peur? Puis ça, c'est un indice en général qu'il faut aller là-dedans. Il faut aller creuser un peu. Fait que si je suis vraiment terrifiée de parler devant une audience, qu'est-ce que je peux faire qui va me rendre un petit peu plus à l'aise de commencer à faire du public speaking, par exemple? T'sais? Qu'est-ce que tu souhaiterais voir comme changement dans les prochaines années? J'aimerais d'abord voir les femmes être plus à l'aise à prendre leur place et à ne plus... moi, si on peut arrêter de parler de syndrome de l'imposteur, là, j'aimerais vraiment ça. Parce que tu l'entends encore. Oui, puis c'est intéressant parce que j'avais la conversation récemment. Moi, pendant longtemps, j'avais l'impression que les femmes parlaient de syndrome de l'imposteur davantage que les hommes. J'ai réalisé que les hommes aussi le vivaient. Puis je pense aux hommes entrepreneurs. J'ai eu des belles discussions récemment par rapport à ça. Mais il y a comme la saveur de syndrome de l'imposteur pour les femmes, ça tourne toujours autour du fait que, moi, je dis toujours aux femmes, c'est normal qu'on se sente pas tout à fait à notre place et pas tout à fait à l'aise parce qu'on est en train d'essayer d'opérer dans un monde qui a été créé par et pour les hommes. Fait que c'est comme quand tu essaies de rentrer un morceau carré dans un casse-tête qui est rond, là, ça ne marchera pas. Là. Fait que c'est sûr qu'on ne se sentira pas 100% à l'aise. Fait qu'encore une fois, oser amener le changement. Puis, je pense que tout ça, on a tous ces craintes, ces peurs. On a peur d'être soi-même, on a peur d'être trop visible. Faut comme aller au-delà de ça, sinon il n'y a rien qui change. Fait que si on peut arrêter de parler de syndrome de l'imposteur pour les femmes, que les femmes soient plus à l'aise de prendre leur place et que ce soit plus vu justement comme c'est vraiment, j'avais cette conversation-là récemment qui est assez intéressante avec une entrepreneure en Norvège. Elle parlait du fait que parce qu'elle est femme entrepreneur dans sa société, dans sa communauté, elle est devenue role model automatiquement. Puis là, elle disait, moi, j'avais pas cette intention-là. Là, je me fais inviter partout, toutes les conférences, je suis dans les médias, ce qui est génial, ça lui donne la visibilité. Elle m'a dit, moi, je voulais juste démarrer une entreprise, puis j'ai un projet entrepreneurial, puis c'est ça que je veux faire. Elle m'a dit, là, il y a comme toute cette pression-là, je suis devenue role model, je dois rendre des comptes, toutes les femmes veulent me parler. Parce qu'elle inspire les gens. C'est exactement ça. Puis là, elle a comme accepté, puis elle voit le bienfait de ça. Mais, j'aimerais ça que ça ne devienne plus l'exception, justement, que ce soit juste, non, c'est normal que tu as un homme qui est role model, puis tu as une femme qui est role model. On est sur le même, on est à égalité, puis on n'est plus, l'expression en anglais, on parle encore de female founders, entrepreneurs, femmes. On peut juste être entrepreneur. Oui, tout à fait. Puis que ce soit normal, peut-être c'est un homme ou peut-être c'est une femme. Exact. On est déjà rendu au dernier segment. Tu as le choix entre la question décolleté ou la question col roulé. J'adore les catégories. Je veux prendre les deux parce que je suis curieuse de savoir la différence, mais je veux commencer par la décolleté. Alors, la question décolletée. As-tu déjà utilisé ta féminité pour obtenir un poste ou influencer une situation à ton avantage, Eva? Oh my God, c'est tellement une bonne question. Wow! C'est pour ça qu'elle est décolletée. Pas dans les dernières années. C'est intéressant. Peut-être plus tôt dans ma carrière. OK. Puis j'ai quand même travaillé, dans le milieu du marketing. J'ai travaillé dans le milieu du luxe. L'apparence était très importante. Et il l'est encore aujourd'hui. Ouais. Donc, je pense que c'est une industrie où il y a c'est une réalité qu'on ne peut pas éviter. Il faut avoir le look de l'emploi. Puis quand on est une femme, ça passe aussi par la féminité puis avoir l'air féminine. Fait que je pense qu'à cette époque-là, puis c'était pas nécessairement pour obtenir un rôle, j'avais déjà le rôle, là, mais je pense qu'il y a des situations où, effectivement, j'ai fait appel à ma féminité. Je pense qu'en tant que femme aussi, puis souvent, on parle du féminisme, puis beaucoup d'hommes, je pense surtout des hommes, pensent au féminisme, puis c'est comme... on pense aux hippies, puis on veut plus être féminine, puis on se rase plus, on se maquille pas. Il y a des réflexions très intéressantes autour de ça. Moi, mon point de vue là-dessus, là, c'est qu'en tant que femme, en 2025, on peut choisir d'être ce qu'on veut être. Tout à fait. Puis dans le monde de l'emploi, veut pas,
faut aussi avoir le look de l'emploi. Ça ne veut pas dire... Il y a eu une controverse, je ne sais pas si vous l'avez lu. C'est un article qui est paru dans la presse. Et il y a une femme d'affaires de Montréal qui, elle, prenait position par rapport au fait que pour elle, l'apparence, d'avoir l'air féminine, de passer 1 heure à se préparer le matin, à porter du maquillage, à avoir des tenues très féminines, c'est important pour elle. Et elle voyait que son succès venait en partie de ça. Oh, wow. Évidemment, il y a eu un backlash parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont dit, moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je veux pouvoir aller en mou au travail ou je me maquille pas tous les jours. Moi, je pense que on peut choisir. C'est ça la beauté d'être femme. On peut choisir ce qu'on veut. Mais il y a une réalité aussi. Souvent, je parle des entrepreneurs. Une entrepreneur en technologie qui s'en va faire un pitch devant des dirigeants en capital de risque, bien, tu vas t'arranger ce matin-là aussi. Tout à fait. C'est l'équivalent. Les hommes aussi, ils ne vont pas arriver pas rasés puis pas en soute. Là. Il y a une réalité aussi où on veut paraître puis avoir un peu le look de l'emploi. Mais tu sais, il faut trouver, nous, avec quoi on est à l'aise là-dedans puis pas se changer complètement pour fitter dans un modèle. C'est vrai, mais j'ai quand même envie de faire un parallèle à ce que tu es en train de dire. Encore une fois, sur une question de sexe. Steve Jobs, quand il faisait ses lancements, était toujours en col roulé, en jeans puis en sneakers. Ouais. Mark Zuckerberg, la même chose. Il y a à peu près que des T-shirts gris, ce gars-là, qui faisait ses lancements. Donc, c'est vrai. Il y a quand même... Et je vous parle de ça fait des années. Là. Je veux dire, Facebook va avoir 20 ans cette année, je pense. Ouais. Donc, puis Apple, bien avant ça. Ouais. Pas certaine qu'à ce niveau-là, qu'il y aurait une femme qui se serait... Malgré que j'adore porter mon col roulé, j'aurais pas porté mon col roulé probablement dans un événement de lancement à la tête d'une entreprise comme ça. Fait qu'il y a quand même ça. Ouais. Moi, je te l'ai dit, si un jour je viens première ministre, je vais être la première ministre à avoir un décolleté jusqu'au nombril. Ça, c'est sûr. C'est sûr et certain. Oui, puis je m'en allais parce dire. que pour moi, je me dis... Tu sais, j'aime pas ça, les gens qui ont... Justement, tu sais, la femme, on peut moins oser parce qu'on va paraître... On va tout se faire cataloguer. Ben, tu sais, la réalité, là, d'un bord ou de l'autre, là, c'est comme on n'a jamais raison. Non. Parce que si tu as mis ton décolleté trop profond, là, tu vas te faire juger parce que c'est trop sexy, c'est trop sexuel, tu mises sur ta féminité pour savoir quelque chose. Si tu arrives en col roulé, pas maquillé, ben là, c'est comme, c'est une autre catégorie. Exact. Ah non, elle s'est laissée aller, elle prend plus soin d'elle. Tu sais, c'est comme, en tant que femme, là, on gagne jamais. Non, puis tu sais, il y a un mouvement, là, justement, tu sais, plus de maquillage. Tu sais, Pamela Anderson, c'est ça Ouais. qu'elle a... Puis tu sais, je trouve ça beau, là. Ouais. Je trouve ça beau. On aime Pamela. Oui, vraiment. Puis, tu sais, ça fait réfléchir, là, depuis que moi, je la suis. Puis, tu sais, puis elle l'a dit, elle dit, pourquoi je perdrais 2 heures à chaque fois que je vais à quelque part, 2 heures de mon temps pour me faire attriquer, pimper, puis tout ça. Ouais. Elle dit, 2 heures-là, j'ai envie de le prendre avec ma famille, aller marcher, aller faire... Tu sais, j'ai trouvé ça le fun. Puis, elle est en train de créer quelque chose parce que beaucoup de gens qui s'inspirent d'elle. Puis justement, je trouve que ça l'enlève certains tabous par rapport à ça. Ouais. Puis tu sais, je sais pas si c'est juste moi, mais il me semble depuis la pandémie, je vois plus de femmes habillées de façon un peu plus conviviale. Tout à fait. Tu sais, une robe avec des espadrilles blancs, on le voit là maintenant. Ben, là. c'est ça. Puis je pense que l'influence, justement, de l'industrie technologique où le dress code traditionnel corpo a vraiment été comme démoli. Là. Absolument. Moi, j'ai beaucoup d'amis dans des compagnies tech, c'est jeans, sneakers, hoodie. Là. Ouais. Les filles aussi. Puis j'ai un exemple qui vient en tête parce que plus tôt dans ma carrière, j'ai travaillé à la BDC. Et bon, récemment, je fais certaines choses avec la BDC. Puis j'ai interviewé Isabelle Hudon, présidente de la BDC, pour le podcast. Rien de moins. Et puis Isabelle, c'est une femme super inspirante. Isabelle, elle a changé le dress code à la BDC. Là. Elle, puis c'est une femme qui est toujours bien habillée. Elle fashion, elle a du bon goût, là, puis elle est très belle aussi. Mais elle vient au bureau presque pas de maquillage, jeans, souliers de course. Elle a toujours, tu sais, elle est confortable, mais chic. Là. Oui, c'est ça. Mais c'est la façon dont tu le portes. C'est plus le tailleur tiré aux 4 épingles, whatever l'expression. Et les gens dans la banque ont suivi son exemple aussi. Fait que maintenant, tu vas à un meeting à la BDC, ton banquier va peut-être être en jeans avec un blazer puis des souliers de course. T'sais. Mais on le voit beaucoup. Là, mais il y a encore des préjugés par rapport à ça, parce que je fais référence, puis tu vas t'en rappeler, Judith. On avait l'événement là, avec Chantal Maccabé, qui était leadership au féminin, justement, avec Complexix et tout ça. Au 10-30. Puis ce matin-là, moi, j'étais barrée du dos et on était présentateur officiel de cet événement-là, Gravité. Donc, on devait faire un discours, moi puis Judith, sur la scène. Fait que c'était entièrement 90% des femmes dans la salle. Il y avait peut-être 10% d'hommes qui ont osé. Moi, j'ai bien aimé ça, de voir des audacieux comme ça.
Et elle a dû m'enlever les bottes puis me mettre des espadrilles pour monter sur scène. Ah non. Ouais. Parce que j'étais même pas T'avais capable de le dos marcher. J'étais même pas J'étais capable de barrée. sortir de Ouais. son camion. On a Ah. bien ri. Mais ceci étant dit, moi, après, j'en ai entendu parler par certains qu'on m'avait jugé que j'avais des... Parce que c'est pas tout le monde qui savait que j'avais mal dans le dos, là. Ouais. Qu'on m'avait jugé parce que j'étais habillée, j'avais un petit veston et tout ça, et que j'avais des espadrilles. Fait que il y a certaines personnes qui avaient porté des jugements par rapport à ça. Dire, tu sais, elle aurait pu se forcer. Voyons donc, toi, elle aurait pu se Ouais. forcer. Ouais. Parce que enlève le fait que du mal de dos, tu sais, pour moi, j'étais habillée quand même d'une façon quand même professionnelle. Ouais. Puis pour moi, c'est pas l'habit qui fait Le le moine. Ouais. Ben, ça revient à mon point qu'en tant que femme, on va être jugée Ah ouais, no c'est matter ça. what. Fait que Ouais, ça sais-tu m'avait quoi? surpris. À un moment donné, là, Ouais, on c'est peut ça. juste prendre notre place puis faire ce qu'on veut. Là. Exactement. C'est- Exactement. Moi, Mais encore une fois, je veux pas, parce que j'ai déjà eu cette conversation-là dans un atelier, puis je me le suis fait dire. Les femmes disaient, OK, ouais, je veux pouvoir mettre ce que je veux, mais moi, je sais, si j'ai un pitch avec mes investisseurs, je vais mettre du rouge à lèvres. Tu sais. Ouais. C'est bien correct, mais il faut trouver ce qui nous rend à l'aise aussi là-dedans. exactement. C'est le fun d'être féminine aussi. Là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'être, mais tu sais, qu'est-ce qui nous reflète, qu'est-ce qui correspond à nos valeurs, puis avec Oui, quoi on est exactement. à l'aise. Tout à Puis fait. ou laisser aller les jugements un petit peu. Tout à fait. Tu es prête pour la question? Col roulé? roulé, oui, parlant Pour d'habillement, justement. Ouais. Parité homme-femme, Ouais. est-ce que tu penses que tu vas voir ça de ton vivant? Oh boy. Je sais pas si on va le voir complètement. Je pense qu'il y a encore des gros obstacles. Puis c'est des problèmes structuraux. Tu sais, c'est pas par manque de volonté. Là. C'est comme on a tellement de choses à adresser pour pouvoir arriver à ça. Merci. Mais j'aimerais ça qu'on le voit, par exemple. Oui. À suivre. Ah oui. Merci, Eva. Ça a vraiment été vraiment une belle discussion, de beaux échanges. Moi, j'aurais passé la journée à t'entendre. Oui, Vraiment, vraiment, là. merci. Merci Merci à à la nous. journée ici. Merci à notre recherchiste, vraiment, là, elle a misé fort. On a fait plein de recherches, on a dit wow, mais là, vraiment, merci encore à notre Elle recherchiste. connaît, c'est judicieuse, fait Oui, qu'elle est elle capable de savait. nous matcher. Ouais, ouais, vraiment. Merci, Le fit était là. merci encore une fois, Eva Hartling, femme de marque, The Brand is Female. Ben, merci à vous, c'était vraiment le fun. Merci beaucoup.